Imaginez-vous vous réveiller inconscient que c'est votre dernier jour en vie. Cette idée de l'imprévisibilité vous hante-t-elle? Cette cruelle réalité frappe de nombreux ouvriers du bâtiment. Bien que des statistiques soient publiées chaque année, révèlent-elles vraiment les histoires déchirantes derrière ces décès? Rejoignez-nous pour découvrir les récits d'ouvriers de la construction confrontés à ce cauchemar ultime. Par un matin frais d'octobre 2018, à 2 Sébastien Court, dans le quartier de Seminole Woods à Palm Coast, l'air vibrait au son des machines et des travaux en cours. Richard Hockaday, 37 ans, et Gerald Anderson, 39 ans, employés de Nomad Pumping LLC, entamaient leur journée comme à l'accoutumée. Leur mission, couler les fondations d'une nouvelle maison, une tâche devenue routinière pour ces ouvriers expérimentés. Le chantier s'animait alors que d'autres travailleurs préparaient leurs équipements. Richard et Gerald manœuvraient leur camion pompe à béton avec habitude, positionnant l'imposant véhicule. L'immense bras articulé du camion, prêt à déverser le béton, leur était familier, semblable à une extension mécanique de leur propre corps. Leur travail s'enchaînait avec précision et méthode. Richard guidait le bras avec une télécommande, maniant l'appareil avec une aisance acquise au fil des années. À ses côtés, Gerald surveillait le débit du béton pour garantir un coulage régulier. Le duo travaillait en parfaite synchronisation, leur communication se réduisant à de simples gestes et hochements de tête, témoins d'une entente efficace au-delà des mots. Le béton s'écoulait harmonieusement, remplissant les coffrages en bois et formant les fondations de la maison. Tout se déroulait comme prévu et une satisfaction silencieuse régnait à mesure que le travail touchait à sa fin. Pourtant, un danger invisible planait au-dessus d'eux, dissimulé dans le réseau de lignes électriques traversant le ciel. Aux alentours de 9 heures, alors que Richard manipulait la télécommande, le bras du camion pivota et avec une précision funeste, entra en contact avec une ligne électrique. Cette ligne transportait 13 000 volts, un serpent électrique invisible prêt à frapper. Dès l'instant où le bras toucha la ligne, une décharge fulgurante parcourut la structure métallique, traversant le camion jusqu'au sol où se tenaient Richard et Gerald. Il n'y eut ni alerte, ni possibilité de réagir. L'électricité les foudroya en une fraction de seconde. Le corps de Richard se crispa sous la violence du choc, ses muscles contractés par la haute tension. Gerald, situé à proximité, fut lui aussi foudroyé, son corps tremblant sous l'effet du courant. La puissance du choc fut instantanée, arrachant la vie aux deux hommes en quelques secondes. Allongés sans vie sur le sol, Richard et Gerald demeuraient immobiles alors que le tumulte de la scène se propageait autour d'eux. Les autres ouvriers se précipitèrent à leur secours, mais il était évident qu'il n'y avait plus rien à faire. Leur vie avait été emportée en un éclair par cette menace silencieuse venue du ciel. L'atmosphère du chantier, autrefois animée, se mua en un silence pesant tandis que la tragédie prenait toute son ampleur. Les secours arrivèrent rapidement, leurs gyrophares projetant une lumière rouge et bleue sur cette scène de désolation. Les enquêteurs commencèrent à analyser les événements ayant conduit à cet accident mortel, examinant le camion, les lignes électriques et l'équipement. L'incident s'est produit alors que de jeunes enfants attendaient leur bus scolaire à proximité. Jessica Hancock, accompagnée de son fils de 6 ans, faisait partie des parents présents ce matin-là. Par instinct, elle décida de ne pas garer sa voiture du côté habituel de la rue, une décision qui allait s'avérer providentielle. Les enfants, effrayés par le bruit soudain, restèrent dos figés sur place, les yeux écarquillés. La ligne électrique, tombée à quelques mètres d'eux, dansait de manière menaçante, créant une scène terrifiante. Dans ce chaos, le bus scolaire arriva et les parents s'empressèrent d'y faire monter les enfants, les mettant en sécurité avant de se retirer. Bien que les enfants aient été bouleversés, ils ne saisirent pas pleinement l'ampleur de ce qui venait de se produire. Les agents de l'OSHA, Occupational Safety and Health Administration, ainsi que ceux de Florida Power and Light se rendirent rapidement sur les lieux et entamèrent leur enquête. Cette tragédie mit en lumière l'importance cruciale de protocoles de sécurité rigoureux et de la maintenance régulière de l'équipement pour éviter de tels accidents. Pour Richard Hockaday et Gerald Anderson, ce matin d'octobre avait commencé comme un autre jour ordinaire, empli de promesses de labeur. Mais le destin en décida autrement, les arrachant brutalement à la vie. Ces deux collègues et amis dévoués ne périrent ni par erreur ni par négligence, mais par un caprice cruel du hasard qui les plaça au mauvais endroit au mauvais moment. Javier Calderon, ouvrier du bâtiment de 49 ans à San Bernardino, en Californie, quitta sa modeste maison tôt le matin du 7 juin 2023, promettant de rentrer à temps pour le dîner. Il avait toujours été un homme de parole, surtout lorsqu'il s'agissait de sa famille.
Alors que le soleil pointait à peine à l'horizon, il embrassa sa femme et ses filles, impatient de passer la soirée à faire griller des guimauves avec sa petite fille, une tradition qui marquait le début des soirées pyjama du week-end chez eux. À son arrivée sur le chantier, situé au numéro 10500 du boulevard Glenhoek, l'activité battait son plein. Les ouvriers s'affairaient, les machines ronronnaient et l'air était saturé de l'odeur de béton frais et de poussière. Javier, installateur d'armatures métalliques, expérimenté avec 3 décennies de métier, retrouva rapidement ses marques au milieu de cette effervescence. En fin de matinée, l'équipe travaillait à creuser une longue fondation le long d'un mur en parpaing de 1,80 m de haut. Une tâche exigeant à la fois précision et vigilance, mais la présence de Javier inspirait confiance. Cependant, ce mur portait un lourd passé. Il s'était déjà effondré à 2 reprises, en 2017 et 2019. Malgré plusieurs reconstructions, il restait une menace silencieuse, témoignant des échecs passés. Javier travaillait avec habileté, fixant les armatures métalliques avec assurance. Le tintement régulier du métal et le bourdonnement des voix emplissaient l'air. Puis, soudain, un craquement retentit, brisant la monotonie. Le mur en parpaing vacilla avant de s'effondrer brutalement. Des sections entières se brisèrent et tombèrent. Dans le chaos, 2 ouvriers parvinrent à s'échapper, mais Javier fut pris au piège sous les débris. Le chantier se transforma en un champ de ruines. La poussière envahissait l'air, rendant presque impossible toute visibilité. La panique gagna les travailleurs qui tentèrent de comprendre ce qui venait de se produire et cherchaient désespérément Javier. Ce n'est que lorsque la poussière se dissipa qu'ils réalisèrent son absence. Une peur profonde les saisit alors qu'ils appelaient son nom et scrutaient les décombres à sa recherche. Les pompiers de Los Angeles arrivèrent rapidement, le visage fermé par la détermination. Ils savaient que chaque minute comptait. Armés de marteaux et de perforateurs, ils se mirent à briser les gravats avec acharnement. Chaque coup résonnait comme une tentative désespérée de sauver Javier, enseveli sous le poids des blocs de béton effondrés. Pendant 45 minutes, interminables, ils travaillèrent sans relâche, nourrissant l'espoir de le retrouver en vie. Mais lorsque Javier fut finalement dégagé, l'espoir laissa place à la douleur. Il fut déclaré mort sur les lieux à 10h30. L'annonce de son décès se propagea rapidement, plongeant le chantier dans une profonde tristesse. Les 2 ouvriers rescapés furent transportés à l'hôpital avec des blessures légères, mais la perte de Javier jeta une ombre sur tout le site, une ombre que rien ne pouvait dissiper. Le quartier autour du boulevard Glenhoek fut profondément secoué. Les habitants, se souvenant des précédents effondrements du mur, ne pouvaient s'empêcher de se demander pourquoi davantage n'avait pas été fait pour éviter cette tragédie. La famille de Javier était dévastée. Il était un mari aimant, père de 5 enfants et grand-père irremplaçable de 3 petits-enfants. Monica, l'une de ses filles, lança une collecte de fonds sur GoFundMe pour couvrir les frais funéraires et subvenir aux besoins de la famille. Ces mots traduisaient la douleur et la colère ressenties par tous. Cet accident n'aurait jamais dû arriver. Le message de Monica sur la page GoFundMe résonna profondément. Elle était convaincue que les actions rapides de Javier avaient sauvé ses collègues, un ultime acte d'héroïsme qui reflétait l'homme qu'il était. La division de la sécurité et de la santé au travail de Californie ouvrit une enquête. Les inspecteurs fouillèrent les décombres, examinant la structure du mur et les protocoles de sécurité en place. Des mois après, l'enquête piétinait, laissant de nombreuses questions sans réponse. Le 14 août 2023, le ciel de Liverpool était couvert de nuances de gris, comme si la nature pressentait les événements tragiques à venir. Sur le chantier animé du nouveau stade du club de football d'Everton, les ouvriers et les machines évoluaient dans une danse coordonnée de progrès. Parmi eux se trouvait Michael Jones, un ingénieur en ventilation de 26 ans originaire de Kirkby, dans le Merseyside. Ses collègues et amis l'appelaient par son 2e prénom, Goodison, un hommage affectueux à son équipe favorite, l'Everton FC. Michael était passionné par son métier et par son club, et cette passion nourrissait la fierté qu'il mettait dans son travail. Ce matin-là, il avait été chargé de manœuvrer une nacelle élévatrice. Son travail consistait à installer un système de conduit complexe pour le compte de Merseyvent Limited, une entreprise réputée pour son souci de précision et de fiabilité. Alors qu'il dirigeait la nacelle avec aisance, il ressentait une grande satisfaction. Il contribuait directement à la construction du stade de son club bien-aimé. Le chantier ressemblait à un véritable labyrinthe de poutres d'acier et d'échafaudages, les ouvriers communiquant par des gestes et des cris sporadiques. Vêtu d'un gilet réfléchissant et d'un casque de chantier usé par le temps, Michael s'éleva sur la nacelle pour atteindre une poutre en hauteur nécessitant une inspection et un ajustement. Mais en un instant, cette journée ordinaire vira au cauchemar. Alors que Michael ajustait sa position sur la nacelle, le mécanisme se déroba brusquement. Déséquilibré, il tenta de se rattraper mais se retrouva coincé entre la nacelle et une poutre saillante.
L'impact fut terrible, sa tête encaissant le choc de plein fouet. Son casque, endommagé, ne put offrir qu'une protection dérisoire face à la violence du coup. Un collègue, témoin de l'accident, réagit sans perdre une seconde, le dégagea avec précaution de l'emprise de la machine et l'allongea doucement au sol. Un autre ouvrier appela immédiatement une ambulance, pendant que les premiers secours étaient prodigués avec des mains tremblantes. Les ambulanciers arrivèrent rapidement et transportèrent Michael en urgence à l'hôpital d'Aintry. L'équipe médicale fit de son mieux pour le sauver, mais ses blessures étaient trop graves. Peu après son arrivée, Michael Jones fut déclaré mort. La nouvelle se répandit comme une onde de choc à travers le chantier, laissant un vide immense parmi ceux qui avaient travaillé à ses côtés. Dans les jours qui suivirent, la police du Merseyside et la Health and Safety Executive ouvrirent une enquête approfondie sur l'accident. Lors de l'enquête du coroner, il fut révélé que Michael n'avait consommé aucune substance avant l'accident. On découvrit également que son casque était endommagé, une révélation qui suscita colère et chagrin parmi ses collègues et sa famille. La famille de Michael était anéantie. Ils se souvenaient de lui comme d'un fils et frère dévoué, toujours prêt à aider les autres et immensément fier de son travail. L'Everton FC exprima également ses condoléances, reconnaissant la contribution de Michael à leur nouveau stade et rendant hommage à sa mémoire. L'enquête de la HSE visait à identifier d'éventuelles violations des normes de sécurité ayant pu jouer un rôle dans l'accident. La nacelle fut inspectée en détail et ses mécanismes furent passés au crible pour détecter d'éventuelles défaillances. Le chantier fut temporairement suspendu, les inspecteurs examinant chaque aspect. L'état de l'équipement de sécurité, les procédures suivies par les ouvriers et les protocoles en vigueur. Le casque endommagé devint un point central de l'enquête, soulevant des questions sur le respect des normes de sécurité et la supervision de la maintenance du matériel. Tyler Whitton avait toujours été fasciné par l'art de bâtir. Dès son plus jeune âge, il montrait une aptitude naturelle à comprendre les structures et la mécanique, bricolant tout ce qu'il trouvait. À 17 ans, sa passion s'était transformée en une vocation claire. Il voulait devenir constructeur. C'est sans surprise pour sa famille qu'il décrocha un poste d'apprenti chez CS Development Group, l'une des entreprises de construction les plus réputées de Brisbane. Tyler était ravi d'être affecté au projet de complexe de luxe Helia sur Victoria Street, dans le quartier de West End, une étape importante pour sa jeune carrière. Le projet Helia était une entreprise colossale, promettant de livrer des résidences somptueuses qui allaient redéfinir le paysage urbain de Brisbane. Les premiers jours de Tyler sur le chantier étaient marqués par l'émerveillement et le sérieux. Il absorbait chaque détail autour de lui. Cependant, malgré l'enthousiasme et l'effervescence qui régnaient sur le site, des problèmes sous-jacents passaient inaperçus pour beaucoup. Le syndicat des travailleurs du bâtiment, des forêts, du maritime, des mines et de l'énergie avait signalé plusieurs fois des violations de sécurité. Malgré ces avertissements, des raccourcis avaient été pris et des mesures de sécurité essentielles avaient été négligées, créant un environnement plus dangereux que Tyler ne le réalisait. Concentré sur ses tâches, Tyler ne remarqua pas le trou découvert et non sécurisé à proximité. Il se déplaçait rapidement, désireux de terminer son travail et d'obtenir l'approbation de son superviseur. Mais en une fraction de seconde, tout bascula. Tyler chuta, son corps plongeant dans l'ouverture béante et percutant le sol avec un bruit sourd et terrifiant. Le chantier fut soudainement plongé dans le silence, interrompu seulement par des cris paniqués appelant à l'aide, du sang s'écoulait autour de sa tête et sa respiration était faible. Les ambulanciers arrivèrent rapidement et firent de leur mieux pour le stabiliser avant de l'emmener d'urgence à l'hôpital le plus proche. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de jargon médical, d'appels frénétiques et d'une salle d'attente remplie de la famille et des amis de Tyler, le visage marqué par l'inquiétude. Tyler fut placé sous assistance respiratoire. Sa famille s'accrochait à l'espoir d'un miracle, mais celui-ci n'arriva jamais. Le mercredi 27 septembre 2023 à 14h, sa famille prit la décision déchirante de débrancher les appareils qui le maintenaient en vie. Un silence insoutenable envahit la pièce lorsque les machines furent éteintes et la vie de Tyler s'éteignit doucement. Les larmes coulèrent librement et les cœurs se brisèrent à l'unisson alors que ses proches lui faisaient leurs adieux. Dans leur douleur immense, la famille de Tyler décida d'honorer sa mémoire de manière généreuse. Ils choisirent de faire don de leurs organes, un acte altruiste qui permit de sauver la vie d'une demi-douzaine de personnes. Ce geste apporta une petite lueur de réconfort, sachant qu'une partie de Tyler vivrait à travers les autres. Son grand-père, Jack Whitton, s'exprima sur Facebook pour partager sa peine et rendre hommage à son petit-fils. Il évoqua le chagrin profond et l'engourdissement ressenti par tous ceux qui connaissaient Tyler. En tant qu'apprenti constructeur dans sa première année, sa mort prématurée fut une tragédie bouleversante. Tyler avait touché de nombreuses vies et ne serait jamais oublié.
Après le décès de Tyler, le CFME et sa famille appelèrent à une application plus stricte des réglementations en matière de sécurité au travail. Le syndicat dénonça les manquements qui avaient conduit à cette tragédie. Absence de protection pour la tête, échafaudage insuffisant et trous non sécurisés. Michael Ravbar, secrétaire d'État du CFME, souligna la nécessité d'une responsabilité accrue, rappelant que le site avait déjà été fermé à plusieurs reprises pour des raisons de sécurité. Le Workplace Health and Safety Queensland suspendit le chantier et lança une enquête sur l'incident. Les résultats étaient attendus, mais l'espoir était que la mort de Tyler ne soit pas vaine. Jack Whitton exprima son souhait que l'héritage de son petit-fils soit non seulement les vies sauvées grâce aux dons d'organes, mais aussi une prise de conscience renouvelée de l'importance de la sécurité dans l'industrie de la construction. Le 6 février 2020, l'air glacial de février balayait la rivière des Moines, avec une morsure pénétrante. Comme à son habitude, Benjamin Rivera Avila, un ouvrier du bâtiment expérimenté originaire d'Altoona, dans l'Iowa, s'était levé tôt ce matin-là. Il travaillait depuis plus de 10 ans pour Kramer & Associates. Alors que le soleil commençait à peine à se lever, il enfila son équipement de travail et se prépara pour une nouvelle journée sur le chantier du pont de l'Interstate 3580. La journée de Benjamin débuta par un briefing sur la sécurité, une routine qu'il connaissait par cœur. Les échafaudages se dressaient en hauteur, leur structure squelettique oscillant légèrement sous l'effet du vent. Benjamin avait pour mission de hisser un conteneur de béton au sommet de l'une des piles du pont. Il sécurisa le conteneur et entreprit de le soulever avec effort. La corde, tendue sous le poids, brûlait dans ses mains alors qu'il continuait de tirer. Alors que le conteneur approchait du sommet, un brusque choc secoua l'échafaudage. Le temps sembla ralentir lorsqu'il sentit la barre de sécurité céder. Les verrous lâchèrent et le conteneur de béton tomba brutalement, entraînant Benjamin avec lui. La chute fut rapide et brutale. Benjamin tomba d'environ 9 mètres, 30 pieds, s'écrasant lourdement sur le sol gelé. Il gisait inconscient, une profonde entaille sur le front marquant l'endroit où il avait heurté le sol. Les secours arrivèrent rapidement, mais malgré tous leurs efforts, Benjamin fut déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. La nouvelle de son décès se propagea rapidement, plongeant la communauté dans le choc. Benjamin n'était pas seulement un ouvrier, il était aussi un père, un mari et un ami. Les jours qui suivirent furent marqués par le chagrin et l'incrédulité alors qu'il tentait de surmonter la tragédie. L'enquête sur l'incident révéla une réalité sombre. La barre de sécurité de l'échafaudage avait été installée à l'envers, la rendant inefficace. Une supervision appropriée et une formation adéquate auraient pu éviter cette erreur fatale. L'administration américaine de la santé et de la sécurité au travail, OSHA, lança une enquête qui se solda par des amendes de près de 32 000 $ à l'encontre de Kramer & Associates. Cherchant justice pour la mort injuste de Benjamin, sa famille engagea une action en justice contre Kramer & Associates. Ils accusèrent l'entreprise de négligence dans la supervision de l'assemblage de l'échafaudage et d'avoir confié cette tâche à un travailleur non formé. La plainte affirmait que la société n'avait pas de superviseur qualifié pour les échafaudages et avait ordonné à Benjamin de les assembler sans formation adéquate. Le procès impliquait également Brand Safway, le fabricant et fournisseur des échafaudages. La famille affirma que la barre de sécurité était corrodée et mal conçue, de sorte qu'il était plus facile de l'installer incorrectement que correctement. Ces réclamations furent résolues séparément en septembre 2022, mais la bataille contre Kramer & Associates se poursuivit. Alors que la date du procès approchait, en janvier 2024, une résolution fut finalement trouvée. Les détails de l'accord restèrent confidentiels. Ils ne pourraient jamais le retrouver, mais ils avaient lutté inlassablement pour que plus aucune autre famille n'ait à traverser un tel chagrin.